Aujourd'hui, on parle de Jours étranges, l'album de Damien Seize qui est sorti en 99. Oui, c'est une version piratée qu'une copine m'avait faite au lycée, donc autant vous dire que ça remonte à il y a assez longtemps. Cet album, il est sorti en 99 et c'est un cri du cœur auquel je pense qu'une bonne partie de l'adolescence de cette génération s'est raccrochée. Euh, Ça parle d'une révolte sociétale, vue par un ado, par un jeune homme. Ce que je trouve hyper intéressant avec cet album qui me suit depuis mon adolescence et que je réécoute très régulièrement, c'est que finalement, hem, si on est plus attentif aux mouvements internes plutôt qu'aux événements racontés, alors cet album, il prend vraiment toute une dimension différente. Ça devient comme un récit fragmenté d'un ado qui raconte différentes choses de lui-même, qui essaye de se définir à travers différentes chansons. C'est pas une histoire linéaire, mais c'est plus comme une succession d'étapes psychiques. Et en fait, aujourd'hui, quand je le réécoute cet album, il me fait penser à une succession de séances avec un jeune patient. Aujourd'hui, il va être, révolté, hier il était désabusé, demain il sera plutôt amoureux et ça, c'est pas incohérent en réalité, c'est plutôt, le signe assez marquant d'un moi qui est en train de se constituer. C'est ce que je vous propose d'analyser aujourd'hui avec moi dans Pop Culture et Psycho. Donc Jours étranges, cet album, il a 12 chansons et chacune de ces chansons, peut être, perçue comme une position subjective différente. À chaque fois, le sujet, donc j'imagine que Damien Seize parle lui-même de ses propres ressentis dans tout cet album. À chaque fois, il n'est pas tout à fait le même dans chacune de ses chansons et pourtant à chaque fois, il est très reconnaissable parce que bien entendu, c'est la même voix. Ce sont aussi les mêmes thèmes vus sous des angles différents, ce sont les mêmes blessures qui sont racontées de manière différente. Ça, c'est un phénomène qu'on retrouve très souvent en clinique, c'est-à-dire que un patient, il n'est pas contradictoire parce qu'un jour il dit blanc et que le lendemain il dit rouge. Un patient est pluriel et son son moi profond, son identité, c'est pas une entité qui est stable, qui est unifiée et qui est figée dans le temps. Vous n'êtes pas un décor, un personnage identifiable, stable et figé. Heu, un individu, un sujet, comme on dit en psychanalyse, c'est un espace qui est traversé par des émotions, qui est traversé par, de la colère, des idéaux, des pulsions de désir, des élans d'amour et puis des mouvements de mise en retrait aussi. Et cet album, dans cette perspective-là, je trouve que ça représente assez bien, comme un plan, comme une cartographie de ces mouvements internes. Et chaque chanson serait comme un point, comme une zone affective en particulier, comme une manière particulière d'habiter le monde, comme une différente facette d'un être humain. Je vais pas vous parler de chacune des chansons les unes après les autres, mais on peut différencier différents types, de morceaux. Il y a des morceaux qui expriment la colère, vous vous en doutez, l'album commence avec, Je n'ai con. C'est une colère vive, une colère qui est dirigée contre la société, contre le monde des adultes, contre les règles, contre les normes, heu et c'est pas une rage qui est seulement sociale, c'est aussi une rage défensive. Elle va protéger le narcissisme qui est fragile et qui est, à l'âge de 15, 20, 25 ans, encore en quête de reconnaissance. Quand on travaille avec des adolescents en psychologie, la révolte, c'est quelque chose qui fonctionne souvent comme un rempart, en fait. La révolte, c'est pas simplement pour embêter les adultes. C'est un rempart contre la honte, c'est un rempart très efficace contre le sentiment de ne pas vraiment être en phase avec le monde, de ne pas se sentir adéquat, de se sentir un petit peu en décalage. Plutôt que de se sentir inférieur, la personne va plutôt disqualifier le monde qui l'entoure. C'est une réaction qui est adolescente, pas une réaction adulte, mais effectivement une réaction très normale. Le fait de critiquer, c'est une manière de protéger, voire même de sauver notre estime de soi. Et cette posture-là, elle est particulièrement audible, on l'entend très bien dans les chansons où Damien Seize se présente comme étant incompris, comme étant isolé, comme étant,
opposé à la masse des moutons conformistes. Ce monde-là, il est perçu comme hostile ou comme absurde, d'ailleurs, il le dit assez bien dans ses chansons, mais le fait de mettre à distance le monde en le critiquant, ça permet de maintenir une position de supériorité morale, tout en évitant, hein, de se confronter à sa propre vulnérabilité. Donc c'est une technique automatique très propre à l'adolescence, très efficace pour protéger un moi encore très vulnérable. L'autre part du moi qui ressort assez bien dans ses chansons, c'est le moi mélancolique. La Ma chanson préférée de l'album, s'appelle, comme l'album, «Jours étranges». Cette chanson, je fais une petite aparté, mais cet album de manière générale, au-delà du texte, la musique est magnifique. L'orchestration, si le terme est bon, je ne sais pas, je suis pas très douée de ce point de vue-là, mais la manière dont chaque morceau est orchestré, est organisé et cet album «Jours étranges», pour moi, c'est une des plus belles chansons que j'ai jamais entendues de toute ma vie. Une chanson terrible, spoiler alert, ça parle de se donner la mort, car le monde n'est plus supportable. Bien entendu, il ne faut pas écouter cette chanson quand on est dans un mauvais état d'esprit, mais elle est terriblement belle, les paroles sont magnifiques, mais vraiment magnifiques. Bref, au-delà de «Je n'ai con» que tout le monde connaît, je ne peux que conseiller d'écouter cet album qui a des moments d'une beauté suprême, entre 2 morceaux très colériques et donc ces moments-là, avec des chansons très mélancoliques, la tonalité du coup de l'album change et la colère, elle va laisser place à une forme de fatigue, une forme de désillusion, des morceaux donc où il contemple la mort, hein, où il en parle de manière assez franche. Dans ces moments-là, on voit qu'il ne se bat plus. Il est plutôt dans l'observation. Il constate, la vacuité du monde, le fait que le lien à l'autre est quelque chose de douloureux, de fragile et la finitude aussi des choses et je trouve que dans ces passages-là, où on passe de la rage à la mélancolie, ça correspond à un mouvement psychique qui est très connu. C'est ce moment où les idéaux s'affrontent, quand finalement le rapport à l'autre, le rapport aux autres, c'est pas quelque chose qui vient nous réparer. Dans ces moments-là, alors le sujet, il peut se retourner contre lui-même et il peut entrer dans une période, une tonalité dépressive. La mélancolie, c'est pas seulement de la tristesse et notamment dans ces chansons, ce n'est pas vraiment de la tristesse, c'est plus une manière de voir le monde sans tous les filtres protecteurs de l'idéalisation et donc parfois de la critique violente, parce qu'on a une idée très idéalisée de ce que le monde devrait, pourrait être. Finalement, cette mélancolie-là qui transparaît dans ces morceaux, c'est plutôt une vision désabusée. Le réel, il apparaît comme étant très brut, du coup très difficile à supporter, très absurde et on peut dire que sur ces morceaux-là, Damien Seize, il est en train d'osciller entre le désespoir qu'on ressent dans ses chansons, mais aussi une certaine forme de lucidité. Et ça, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, quelque chose qui est assez courant dans le processus thérapeutique. C'est qu'on abandonne enfin des idéaux complètement hors de portée, une vision du monde qui ne correspond pas à la réalité, pour se confronter à ce qu'il est vraiment ce monde, ce qui est vraiment notre vie, non pas pour nous tirer vers le bas, mais pour au contraire avoir enfin une base qui nous serve d'appui solide. Autre chose qui apparaît dans cet album, c'est qu'il y a des chansons d'amour. Oui, il y a des chansons qui parlent de l'autre, sous un angle amoureux et ça, c'est une voix que je trouve voix VOX, que je trouve très intéressante justement. Jours étranges, c'est pas un album qui crie, qui gueule et qui est pas content. Il y a des chansons qui vont parler d'une amoureuse, d'une figure féminine très idéalisée, hein. Hem, on sent que, pour Damien Seize, l'autre féminin dont il est amoureux, aurait un pouvoir quasiment, divin, le pouvoir de le sauver et donc cette autre, ça devient celle qui pourrait comprendre, qui pourrait réparer, qui pourrait, enfin donner du sens à son existence.
Vous en doutez, c'est pas quelque chose de très sain. D'un point de vue, psychanalytique, on parle d'idéalisation de l'objet et c'est très fréquent finalement quand quelqu'un veut maintenir une sorte de cohésion interne. L'autre idéalisé, l'autre que l'on aime, ça devient finalement un objet qui sert à soutenir notre narcissisme. Si l'autre m'aime, alors je peux exister. Si l'autre m'aime, je ne suis pas perdu, il va me sauver ou elle va me sauver. Ce mouvement-là, c'est pas un mouvement, mignon et naïf. C'est un mouvement interne qui montre surtout, une tentative désespérée de s'arracher à notre propre solitude psychique et de trouver à l'extérieur ce qui nous manque ou du moins ce qu'on n'arrive pas à atteindre à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, on n'arrive pas à nous sentir suffisamment stable, à sentir une continuité dans notre être, avoir un regard bienveillant vis-à-vis de nous-mêmes et donc on cherche ça à l'extérieur. C'est du coup, une facette, de Damien XVI amoureux, qui voit l'autre finalement comme une porte de sortie, voire comme une promesse de salut. En tout cas, voilà, si je vous parle de ces 3 différentes facettes que j'ai identifiées dans l'ensemble des chansons de l'album, c'est parce que ce sont des facettes qui semblent très différentes les unes des autres, hein, la colère, la mélancolie et l'amour, mais finalement ça parle de la même chose. Il y a un fil rouge qui traverse tout l'album, l'envie de désir, suicidaire, hein, je vous parlais tout à l'heure de contemplation de la voie à l'idée que, la vie sur terre n'est pas possible. C'est plutôt que ça renvoie à l'idée qu'il est difficile d'habiter le monde tel qu'il est. Là aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent en thérapie et notamment avec des ados, cette, tentation de fuite. Voilà, quand le monde, quand la réalité externe à soi, heu, est trop semble trop difficile et quand, il y a une dissonance finalement, une trop grande tension entre la réalité externe et la réalité interne du sujet. Quand le monde semble, trop étranger, trop hostile, trop décevant aussi tout simplement, alors on fantasme sur autre chose, on fantasme sur un ailleurs, le fait de partir. Je vous parlerai peut-être dans une prochaine vidéo de Laurent Voulzy, que j'aime énormément, qui a fait des chansons, je pense, quand on parle de partir pour un ailleurs, je pense à la chanson, Le rêve du pêcheur de Laurent Voulzy, qui est très exactement l'incarnation de ce fantasme de dire: «Si je pars ailleurs», donc là, un ailleurs géographiquement loin, hem, alors, la vie sera plus simple, sera plus belle et tout ira mieux. On en parlera, je pense, dans une prochaine vidéo parce que j'adore Laurent Voulzy et les textes, des chansons, qui lui ont été écrites. Donc là, en tout cas, ce que je trouve très intéressant dans cet album, c'est que justement ça correspond assez bien, au développement psychique d'un individu qui ne se sent pas bien, qui ne se sent pas en adéquation entre son monde interne et le monde extérieur, qui va donc rêver de partir, alors partir géographiquement, partir en changeant de religion, voire partir quand on parle de la mort, hein, en tout cas quitter l'état où il se trouve pour que la souffrance cesse. Or, on sait que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce qu'on déménage que d'un seul coup notre rapport à nous-mêmes va changer. Et dans Jours étranges, ces mouvements-là, ils prennent vraiment des formes très variées puisqu'il va nous parler de partir, certes, mais il va nous parler aussi de monter, de s'élever, de quitter la terre. Et tout ça, ça reste des très belles métaphores, mais toujours les métaphores d'une même chose au final. Il s'agit de mettre en contradiction, en opposition, le fait de rester et souffrir, ou alors de partir et de se perdre. Donc cet album, ce qui pourrait à une simple écoute, déjà il faut écouter, pardon, je vais faire ma vieille rabat-joie, mais aujourd'hui c'est tellement facile d'écouter une chanson toute seule. Alors c'est chouette, hein, déjà d'aimer une chanson d'un chanteur, d'une chanteuse qu'on aime beaucoup ou un morceau d'un musicien. Mais quand ils prennent le temps de faire un album construit, l'album en lui-même est une œuvre qui s'écoute sans mettre de shuffle s'il vous plaît, on écoute dans l'ordre les chansons.
parce que ce n'est pas, une succession de différentes choses, c'est un tout, un album CD. Alors je fais ma vieille, mais si vous avez des CD chez vous, essayez d'écouter au moins une fois l'album du début à la fin pour essayer de comprendre ce que l'artiste a essayé de vous transmettre. Donc en tout cas, Jours étranges, je vous remonte cette magnifique pochette d'album. Je vous Ce que je trouve chouette, c'est que, si on écoute seulement les morceaux les uns après les autres, on peut penser que, Damien Saz, il est quand même assez instable émotionnellement, qu'il est en contradiction et que, voilà, que ça va pas très, très bien, finalement, chaque chanson est trop différente de la précédente et de la suivante dans l'album. Et en fait, c'est juste, au contraire, très révélateur et très représentatif d'un travail psychique en cours. Le sujet, il cherche, il teste, il passe d'une position à une autre. Il essaye de trouver, ce qui lui permettra de tenir, ce qui lui semblera le plus confortable dans les contradictions, parce que le monde est plein de contradictions, effectivement. Et donc cette succession de différentes tonalités, moi, ça me rappelle très clairement la dynamique que je retrouve dans les séances de psychanalyse et pas que avec des ados d'ailleurs, hein. Le patient qui, en l'espace de différentes rencontres successives, va passer de l'agressivité à la dépendance, de l'idéalisation à la dévalorisation et tout ça, ça traduit pas une incohérence, ça montre plutôt différentes facettes d'un même conflit interne et c'est extrêmement riche et extrêmement intéressant à analyser. Et donc cet album, finalement, il correspond peut-être à une très, très longue séance ou à une succession de séances, où je vais voir les défenses du patient qui vont se succéder, où il va y avoir des affects qui circulent et où finalement sa parole, puisque c'est un album, de musique et de chansons, la parole, elle tente de donner une forme à ce qui est à l'intérieur, ce qui est douloureux et ce qui est trop informe. Et donc c'est chouette cette, démarche de sublimation, d'essayer de faire quelque chose de toutes ces émotions extrêmement douloureuses et peu compréhensibles par le sujet. Justement, en parlant d'émotions, l'intensité de toutes ces émotions, les positions extrêmes de Damien Seize dans ses critiques, voire dans ses moments amoureux, dans un cas comme dans l'autre, il est quand même dans des extrêmes. Il y a de la quête de sens et de la quête de reconnaissance surtout. Tout ça, ça correspond vraiment bien à ce moment très particulier de la vie psychique qu'est la sortie de l'adolescence. Pas les 10, 12 ans, pas la préadolescence, début de l'adolescence. Je parle vraiment des 18, 20 ans, 22 ans. Cette période où toutes les identifications de l'enfant sont en train de vaciller. Les idéaux sont remis en question, les modèles qui lui ont été donnés. Et au lieu de les suivre et voi tout en étant potentiellement lucide et en regrettant les modèles, l'adolescent, lui, il cherche à inventer sa propre place et donc il va remettre en question aussi ce qu'on lui présente comme étant la norme et ce qu'il doit faire, ce qu'il doit être, ce qu'il doit montrer. Cette traversée-là de l'adolescence, c'est pas juste un fait social, c'est même pas juste un fait biologique d'ailleurs, c'est un fait profondément psychique. Cette traversée du désert, je vous parlais dans une précédente vidéo de la, de le comment on dit? La théorie du homard qui est présentée par, Catherine Dolto, heu, Françoise Dolto, par Françoise Dolto. Hem Le fait que, l'adolescent, est comme un homard qui quitte sa carapace de l'enfance trop petite pour sortir de sa carapace et donc pendant tout un moment, il est en extrême vulnérabilité avant de se créer sa nouvelle carapace d'adulte. Bah, finalement, ça correspond assez bien, je trouve, cette image parce que cette période de l'adolescence comme développement psychique, cette période-là, elle implique de renoncer. Il va falloir que l'ado, il renonce aux illusions qu'il avait. Il va falloir qu'il accepte à la déception, qu'il tolère la déception et la frustration. Et ça, souvent, on l'apprend pas quand on est enfant, hein, ou du moins pas à une telle échelle. Il va falloir qu'il découvre que ses parents ne savent pas tout, ne sont pas fantastiques, que oui, ils sont nuls. On est tous nuls en tant que parents. Je me mets dans le lot. On a tous des choses qu'on ne fait pas bien et c'est normal. Et ça, l'ado, il doit passer par là pour comprendre que ses parents ne sont pas tout puissants et que le monde n'est pas fait pour répondre à tous ses désirs. C'est une démarche extrêmement douloureuse qui prend du temps.
Donc parents, s'il vous plaît, soyez patients, soyez compréhensifs. Il faut que cette démarche se fasse et il faut qu'elle se fasse dans le temps. Et Jours étranges, il capture justement ce moment de bascule, avec une très grande justesse. D'ailleurs, le titre lui-même, hein, il évoque cette sensation de vivre dans un monde étrange, dans un monde qui est très connu, et pour autant, il y a cette sensation d'étrangeté, comme si tous les repères habituels ne fonctionnaient plus vraiment, comme s'il y avait un petit décalage. Et donc ça, je trouve que vraiment, de ce point de vue-là, cet album mériterait d'être beaucoup plus connu, même s'il a été très connu à l'époque, mais on en garde une image d'un album uniquement révolté, alors qu'en fait, pour moi, cet album, c'est une tentative de mettre des mots sur des affects bruts. On parle de justement, les émotions brutes de l'enfance et de l'adolescence, et c'est super beau de pouvoir justement, non pas mettre du sens, mettre de la rationalité, choisir le mot poétiquement joli pour représenter ça comme le ferait un adulte. Là, on est quand même dans des images très violentes, hein. Les oppositions, sont très fortes, il y a des opinions très tranchées, hem il y a toute cette métaphore filée tout au long de l'album où on parle de chute, on parle de lumière aussi, la nuit, la lumière. Tout ça, ce sont des oppositions qui sont visuellement, intéressantes parce que c'est comme si Damien Seize essayait de symboliser une expérience interne très difficile à penser. Et en tant qu'ado, cet album a été, je pense, pour énormément d'ados et de jeunes adultes, une bouée de sauvetage, de se dire: «Je suis pas toute seule à penser ça», d'une part. Alors pas on n'adhère pas forcément à 100 de l'album, mais de voir que quelqu'un a essayé de mettre des mots sur ces choses si douloureuses à l'intérieur, déjà, on se sent moins seul. Ça permet effectivement de structurer sa pensée, alors sans prendre à 100 tout ce qu'il dit, au moins de dire: «Ah ça je m'y raccroche, ça me parle énormément, jamais quelqu'un ne m'a dit des choses de manière aussi brute et aussi claire». Donc c'est vraiment, sans doute une expérience cathartique pour Damien Seize, mais du coup aussi pour toutes les personnes qui l'ont écouté ou qui l'écoutent encore aujourd'hui à un moment de cette vie si difficile, où toutes nos expériences internes, sont en ébullition et sont difficiles à penser avec justesse. Et en psychanalyse, on sait que mettre des mots, ça transforme l'affect. Mettre des mots sur ce qu'on a vécu, ça permet de passer justement d'une expérience vécue assez diffuse, envahissante, de passer de ça à une expérience qui est partageable, à une représentation partageable de notre vécu. Et le fait d'écrire des chansons, ça joue vraiment ici, une fonction qui est presque, enfin, qui est très similaire et presque équivalente à celle de la parole en séance. Parce que mettre des mots de manière brute sur des chansons, ça donne une forme, ça donne une structure, ça donne une temporalité, parce que bien sûr on parle de musique, donc il y a du tempo. Ça permet de donner du sens à quelque chose qui sinon resterait chaotique. Vous savez que, vous me demandez régulièrement des références précises. Bon, je vous renvoie à Freud pour tout ce qui est, mécanisme de défense, tout ce qui est mélancolie aussi, tout ce qui est, mouvement narcissique à l'adolescence. Je crois qu'il parle de remaniement narcissique. Vous savez que Mélanie Klein a beaucoup travaillé sur l'enfance, mais elle a aussi parlé de tout ce qui est ambivalence vis-à-vis de l'objet que l'on aime et de position dépressive défensive. Vous connaissez mon amour pour Winnicott, l'importance d'un environnement et du regard de l'autre dans la constitution du sentiment d'exister. On en parle chez le tout petit enfant avec Winnicott, mais c'est extrêmement important que cette, inconditionnalité de l'amour et perdure, notamment sur toute cette période de l'adolescence, qui ne se termine pas à 15 ans, hein. Vraiment, ça c'est, une idée reçue. L'adolescence, ça se termine, plutôt vers, entre 20 et 25 ans. Et puis oui, un petit détour par Jacques Lacan parce qu'il a beaucoup parlé du regard de l'autre avec un grand A, hem, de la question de l'image du soi et il a beaucoup travaillé sur le langage. Donc effectivement, là, on est en plein dedans, la structure du langage comme étant, très constituante de la construction du sujet. Bref, je m'arrête là pour les références. Écoutez Jours étranges, s'il vous plaît, cet album, il est sublime, hem
Je ne l'écoute pas pour travailler, hein. Je garde toujours un affect très important personnellement avec cet album qui m'accompagne depuis, mais mettons, 16 ans. Voilà, je ne sais je pense que je l'ai eu, voilà, adolescence, je devais avoir 15 16 ans quand cette, très bonne amie, l'a piqué à son frère pour faire une copie pour moi. Bon, j'espère que depuis, voilà, c'était suffisamment loin dans le passé pour qu'on ne me fasse pas de reproches aujourd'hui. Mais le fait d'écouter cet album, aujourd'hui, d'un point de vue psy, j'ai trouvé que c'était une expérience extrêmement, intéressante parce que ça correspond vraiment à écouter un patient, et il ne s'agit pas de pathologiser cet album, mais il s'agit de reconnaître qu'elle parle vraiment le langage de l'inconscient. C'est pour ça, je pense, qu'il parle autant aux ados. C'est parce que, c'est les différentes chansons, elles donnent une forme à des conflits, à des peurs, à des espoirs aussi, des espoirs, des choses très positives, des idéaux que beaucoup de jeunes traversent, mais souvent sans pouvoir les nommer. Et cet album, il propose pas de solution, hein. Il propose pas de résolution apaisée non plus, il propose de faire la révolution, mais même si effectivement on faisait la révolution, il ne nous dit pas: «Ce sera mieux après». Cet album, il reste toujours dans une certaine tension, dans un entre-deux et finalement dans ce moment fragile où le patient n'est plus un enfant, mais il n'est pas encore tout à fait un adulte et c'est pour ça, je pense, vraiment que, qu'il continue de résonner pour moi et qu'il continue de résonner pour des milliers de personnes dans le monde. C'est parce qu'il capture avec, avec une sincérité très brute, ce moment précis de l'existence, cette expérience universelle que l'on traverse tous, où, le monde devient soudain étrange, où on perd comme si on perdait les lunettes roses de l'enfance, on voit soudain les choses avec une clarté douloureuse et pourtant, il faut continuer à trouver une place dans le monde et il faut trouver sa place en soi pour pouvoir trouver une place dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. N'hésitez pas à me partager vos retours, n'hésitez pas à me poser vos questions. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo Pop Culture et Psycho. Bye bye.